Ça se passe au XVe siècle, c'est-à-dire au moment où c'est la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, après la prise de Constantinople. À l'époque, donc dans cette région qui nous intéresse, vous voyez sur la carte, donc ici c'est la Turquie, l'Empire ottoman avec la mer Noire, et l'Empire ottoman qui à ce moment-là voulait envahir tous les pays, les chrétiens, porter l'islam dans tous les pays chrétiens. Donc ils avaient envahi la Bulgarie, la Serbie, et puis juste au nord il y a la Valachie. C'est le pays dont notre héros sera le roi ou le prince ou le voïvode, comme vous voulez, en tout cas le chef. En Valachie, les rois se succédaient à une vitesse grand V. Ils étaient tantôt nommés par la Turquie, tantôt nommés par la Hongrie, tantôt par la Transylvanie. Donc il y avait une très grande instabilité. C'était une petite présentation pour rappeler tout cela. Pourquoi s'appelle-t-il Dracula? En fait, c'est Draculea, fils de Dracul. Dracula, que nous appelons Dracula pour simplifier les choses, est le fils de Vlad II, qui a été intronisé en février 1431 dans l'ordre du Dragon par l'empereur Sigismond, ce qui voulait créer une grande coalition pour éventuellement faire une croisade contre les Turcs. Et le petit Dracula a commencé avec une éducation extrêmement dure, telle que l'avaient d'ailleurs tous les enfants de rois de l'époque. Il devait s'entraîner à la guerre, c'était une époque où on manquait terriblement de tendresse vis-à-vis des enfants. À côté de la maison paternelle, il y avait la salle de torture. Et personne ne faisait vraiment attention à la délectation qu'éprouvait l'enfant à écouter les cris des condamnés, ce qui aurait pu, à notre époque, alerterait évidemment tous les éducateurs. En 1436, donc Dracula a 5 ans, le père accède au trône de Valachie. Et à ce moment-là, il doit composer à la fois avec les Hongrois et les Transylvains, et puis les Turcs. En 1444, il est obligé d'envoyer, comme c'était l'usage, ses 2 fils en otage chez le sultan. Donc Dracula, en 1444, va être prisonnier, un otage en tout cas, du sultan Mourad II, avec son petit frère, qu'on appelle Radu le Bel. Il était très beau, tandis que Dracula était vraiment très laid. À la cour donc du sultan, il est resté 4 ans. Pendant ce temps-là, évidemment, son père ne pouvait rien faire contre les Turcs. Mais Jean Hunadi voulait absolument que Vlad II l'aide à combattre les Turcs. Donc il lui a dit, tes enfants sont déjà morts depuis longtemps. Or, donc Dracula évidemment prend les armes, et à ce moment-là, il apprend, Dracula, l'enfant, apprend que son père l'a mis en danger. Et puis il s'avère que c'est faux. Donc Dracul II libère les Turcs, fait de nouveau la paix avec les Turcs. Hunadi est furieux, il rentre en Valachie, il tue le frère aîné de Dracula et le père de Dracula. Il les tue, ce qu'apprend évidemment l'enfant. Vous imaginez un peu ce qu'il a pu ressentir, à la fois de colère, de haine. Il haïssait les Turcs et il haïssait Jean Hunadi, ce qui a été pour la suite de l'histoire tout à fait fondamental. Le sultan lui dit que c'est pas grave, il va de toute façon maintenant, et c'est lui qui sera le roi de Valachie. En octobre 1448, donc Dracula a 17 ans, il monte sur le trône pour la première fois, mais seulement pour 2 mois. Le pauvre Dracula se réfugie d'abord en Turquie, mais les Turcs ont autre chose à faire, ils sont en pleine bagarre, notamment au Kosovo. Il va ensuite en Moldavie, où il a quelques attaches familiales. Le roi est décapité dans son sommeil, ce qui était l'usage à l'époque. Donc il se réfugie en Transylvanie, le fief de son ennemi Hunadi. Évidemment, il est très mal accueilli. La ville de Brasov le chasse. À Sibiu, il échappe de peu à un attentat. Et il est obligé de se cacher tout en ruminant sa colère. Mais quand même, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'important. Mourad II meurt et est remplacé par son fils Mehmed II, qui fait assassiner son petit frère pour prendre le trône. Et Mehmed II arrive au pouvoir, et sa grande ambition,
c'est de marcher sur Constantinople, prendre Byzance, qui est donc le joyau de la chrétienté en terre d'islam. À ce moment-là, Yunadi commence à penser que Dracula, finalement, il parle turc. Il a été élevé avec Mehmed II, il connaît tout, comme il était très observateur, il connaît tout, il serait peut-être pas mal sur le trône de Dvalachie. Et en fait, à Constantinople, d'étranges phénomènes se produisent, abondamment commentés par les astrologues. Une lueur inexpliquée apparaît sur le dôme de la capitale de Sainte-Sophie, une tempête se lève lors d'une procession, suivie de l'apparition soudaine de brouillard intense, et le 5 avril 1453, les forces turques se déploient autour de Constantinople, avec une arme nouvelle qui fait pour la première fois l'usage de la poudre, des canons, ce qui était ignoré de l'autre côté de la mer Noire. Le 29 mai 1453, Byzance est vaincue. Une page importante de l'histoire du monde vient de se terminer. En Europe, c'est la consternation. Mais Mehmed II ne s'en tient pas là. Il projette d'attaquer la Hongrie en passant par Belgrade, c'est-à-dire sous la Valachie, et de passer par Belgrade, c'est-à-dire la Serbie qu'il occupait déjà. Dracula est alors chargé par Yunadi de défendre la forteresse de Belgrade, qui appartenait à la Transylvanie. Une bataille féroce s'engage. Dracula se bat au milieu de ses hommes. Mu par son désir de vaincre, sa haine à l'égard des Turcs et par les nécessités de plaire au gouverneur afin de récupérer son trône, il s'expose ouvertement à l'ennemi. Il est pris d'une frénésie destructrice. À pied ou à cheval, il fait preuve de la plus grande bravoure et d'une férocité impressionnante à l'égard de ses adversaires qui en démontrent tout autant. Sur le champ de bataille, il peut laisser libre cours à la violence dont son cœur est rempli depuis tant d'années. Il retrouve la jouissance que lui procure la brutalité. Elle le venge de ses frustrations et de ses humiliations du passé. Elle lui donne le sentiment que la victoire lui vaudra le respect des autres. C'est par la terreur qu'il affirmera son autorité. Débordé, Mehmed II se trouve contraint de se replier. Il a perdu 24 000 soldats. Le beau Danube bleu est tout rouge du sang versé. Plus sournoise et plus destructrice encore que la guerre, une nouvelle ennemie apparaît, la peste. La terrible maladie fait des ravages. Dans tout le pays, population et soldats de tous bords sont décimés. Lui-même victime de ce fléau, Jean Yunadi succombe à son tour le 11 août 1456. C'est l'heure pour Dracula. D'autant plus que dans le ciel apparaît un astre brillant, orné d'une immense queue d'étoiles. 300 ans plus tard, on comprendra qu'il s'agissait de la comète de Halley. Les astrologues l'affirment. Les cieux envoient à Dracula un signal favorable. Le trône de Valachie est libre. Dracula y retrouve sa place, après 12 ans d'exil. Ce retour sur le trône, il pense de le devoir ni aux Turcs, ni à Yunadi. C'est lui seul qui l'a emporté. Pour la première fois, il se sent libre de son destin et bien décidé à imposer ses volontés. En premier lieu, il s'empresse de renouveler son serment de fidélité à la couronne de Hongrie. Un signe clair de rupture définitive avec l'Empire ottoman. Il a 25 ans. Il redevient roi, donc de Valachie. Ceux qui se réjouissent de son intronisation ignorent encore les aspects plus sombres du personnage dont ils auront bien vite à pâtir. Dracula aurait préféré s'installer à Bucarest, mais c'est trop près de la frontière où les Turcs sont à l'affût. Il s'installe donc à Târgoviște. Là, à côté du palais, il érige une grande tour. Avec des murs bien épais, le palais est imprenable. Et sur la côté, il y a une immense prairie qui se couvrira bientôt d'innombrables pales. Le premier geste de tout monarque est de constituer son gouvernement. Dracula souhaite imposer à son pays la façon autocrate de régner qu'il avait pu observer chez les Turcs
alors qu'il était maintenu en otage. Son entourage devra entièrement se soumettre à sa personne. Aucune contradiction ne sera tolérée. Comme le sultan, le seigneur possédera le droit de vie et de mort sur ses vassaux. Pour bien commencer, il convient de se débarrasser des opposants les plus notoires. Rien ne vaut un exemple éclatant. Le boyard Albou le Grand se rebelle. Il est empalé séant en public, ainsi que sa famille et les serviteurs. Un régime de terreur s'installe. On dira, il gouvernait l'État entouré des pires gredins que puisse rencontrer sur terre. Les mœurs à la cour étaient très sauvages, la méchanceté était à la mode. Ces gens n'avaient rien en commun, des ramassis de gens de tous les pays. Les vices et la délectation du souverain n'auraient pas tant duré sans leur présence auprès de lui. À la fin de son deuxième règne, Dracula aura décimé un tiers de ses boyards. À leur place, il aura constitué une noblesse particulière en octroyant au hasard de ses humeurs les terres, les biens et les titres de ceux qui ont été déchus à des paysans qu'il aura jugés dignes de le mériter. Diviser pour régner, tel est son principe. Quelques concubines partagent son quotidien, mais on est très loin de l'amour courtois chanté par les poètes de la Renaissance. Un jour, une concubine se présente à lui et lui annonce qu'elle attend un enfant de lui. Il sort son épée, lui ouvre le ventre pour vérifier l'information, et d'un rire satanique, il dit à sa cour « Voyez où j'ai semé ma graine !» C'est pas fini comme horreur. Il connaît bien, cependant, les faiblesses de son domaine. Et c'est alors que Mehmed II se rappelle à son souvenir. Des émissaires turcs se présentent devant lui et lui disent que la trêve de 3 ans qui a été conclue, qui a été signée en 1451, a expiré depuis longtemps et qu'elle n'a pas été renouvelée. En conséquence, le sultan demande le paiement du tribut, 10 000 ducats d'or, et l'envoi de jeunes en otage et l'ouverture des Carpates pour permettre aux troupes ottomanes de passer par la Valachie afin d'envahir la Transylvanie. « Voici venir le temps et l'heure que nous avons prédit », écrit Dracula aux Saxons de Transylvanie. Cet appel reste sans écho. Les Saxons ne se montrent guère disposés à lui fournir des renforts. Se retrouvant seul, Dracula est alors contraint de céder devant les exigences des Turcs. À son tour, il subit l'humiliation de se rendre en personne une fois par an à Andrinople pour apporter les 10 000 ducats d'or réclamés par le sultan. Comme à l'usage, Mehmed II le reçoit somptueusement, le couvre de cadeaux, et curieusement, il se montre moins exigeant. Il n'exige plus que Dracula lui envoie son fils comme otage, et il finit par accepter de bonne grâce que ses troupes ne puissent pas passer par la Valachie pour envahir la Transylvanie. Alors là, ça arrange bien Dracula. Parce que Dracula lui-même a des ambitions territoriales sur la Transylvanie. Il y a 2 fiefs dont je vous ai indiqué le nom, Amlas et Falgaras, qui en fait appartenaient à la Valachie, mais qui ont été confisqués par les Transylvains. Et il rappelle au roi de Hongrie sa promesse de les lui rendre. Sur ce serment, la mémoire du roi s'avère aussi défaillante que celle de ses prédécesseurs. En outre, il est fort contrarié par le traité conclu entre Dracula et le sultan. Alors, que fait le roi de Hongrie? Il envoie en Valachie un certain Dan III, qui doit arriver au trône de Valachie, donc destituer Dracula. Le 14 mars 1457, Dracula envoie aux édiles de Transylvanie un message courtois mais menaçant. Il les met en demeure de lui préciser s'ils tiennent à préserver le traité de paix signé avec eux, faute de quoi il prendrait ses dispositions afin d'affirmer son autorité dans la région. Les Saxons méprisent ces propos. Alors, Dracula entre en Transylvanie avec ses troupes. Un vent de folie meurtrière se lève. Tous les Valaques résistants
qui avaient fait commerce de leurs biens dans le fief sont dépossédés et empalés. L'avantage revient à Dracula. Pourquoi? Parce que pour le roi de Hongrie, il faut d'abord le calmer et surtout, il ne faut pas s'altérer ses bonnes dispositions. Il est très important que Dracula soit le tampon contre les Turcs. Donc, il doit être manié avec beaucoup de prudence. Son objectif principal restera d'obtenir véritablement la couronne de Hongrie, qui à l'époque appartenait à l'empereur Frédéric III de Habsbourg. Ambassadeur du roi de Hongrie, Benoît de Bojtor se présente devant Dracula. Celui-ci est en train de prendre son repas au milieu de la forêt de Pâle, nullement indisposé par la vue de tous ces cadavres ou de ces mourants qui hurlaient en gesticulant de douleur, ni par l'odeur pestilentielle qui s'en dégage. Il attire l'attention de son visiteur sur un pâle très haut, avec une peinture dorée au-dessus. À ton avis, pourquoi ai-je fait placer ce pieu ici? Demande-t-il à l'ambassadeur. Sire, il me semble qu'un grand aurait commis un crime à ton égard et que tu désires lui réserver une mort plus honorable qu'aux autres. Dracula se met alors à rire et confirme que l'instrument de torture est effectivement prévu à son intention. Sire, si j'ai commis un crime qui mérite la mort, fais ce que bon te semble, car tu es un juge impartial, et ce n'est point toi qui serais coupable de ma mort, mais moi seul. Très satisfait de cette réponse, Dracula lui fait grâce. Le roi de Hongrie a besoin de Dracula, mais il a aussi besoin des Saxons. Et la présence de Dracula l'embête énormément, l'embarrasse. Ce tumultueux voisin terrifie les Saxons. Cherchant un moyen d'écarter Dracula, Mathias Corvin dépêche de nouveau Dan III, le même prétendant au trône, près de la frontière valaque. Celui-ci se présente comme le roi de Valachie, nommé par Mathias Corvin lui-même. Mais Dracula avait prévu cette incursion. Ses forces attaquent Dan III et ont au fait de le mettre en déroute, anéantissant ses soldats et ses mercenaires. Capturé, le prétendant au trône doit creuser sa tombe, suivre la cérémonie de son propre service funéraire avant d'être décapité. C'est tendre, hein? Tout est dans la tendresse. Une délégation de 55 personnes, dont des émissaires du roi Mathias, se présente devant le voïvode pour trouver un accord. Dracula leur réserve un accueil bienveillant, mais il a d'autres projets. Son esprit calculateur lui inspire une ruse démoniaque. Tant que les négociateurs seront sur ces terres, les habitants de Transylvanie se croiront protégés d'une intervention de sa part et ne se prépareront pas à résister. Une opportunité à ne pas manquer. Pendant 5 semaines, il fait patienter ses visiteurs, leur réservant le meilleur traitement dans son palais, et pendant ce temps-là, il balance ses hommes dans une nouvelle expédition punitive. Des scènes d'horreur se multiplient. Et une fois ces atrocités commises, le prince revient calmement auprès des ambassadeurs, et puis il conclut avec eux des accords de paix, avec une condition formelle: ces opposants politiques qui sont réfugiés en Transylvanie devront lui être renvoyés et naturellement empalés. Horrifiée, la population de Transylvanie colporte le récit des exactions perpétrées par celui qu'on appelle dorénavant Vlad Tsepes, c'est-à-dire Vlad l'Empaleur. Et de plus, dans une région où plane l'ombre de la légende du vampire sur les esprits populaires, le mythe du vampire étant un mythe hongrois, on le décrit comme celui qui se délecte de pain trempé dans le sang de ses victimes. Des rumeurs s'amplifient sur son goût macabre de la provocation et du plaisir sadique qu'il prend à contempler les mourants sur leur pâle. Mais la leçon a porté ses fruits. Pendant les 2 années suivantes, soit jusqu'à la fin du 2e règne de Dracula, les 2 régions ne s'agresseront plus. Le moment est venu de se débarrasser de tous ceux dont il se méfie. Le dimanche de Pâques, 1459, il convie dans son palais des nobles et des édiles de Târgoviste. Après leur avoir dispensé riches victuailles et boissons, grasses plaisanteries,
D'un ton chafouin, il interroge chacun de ses convives. Savent-ils combien de voïvodes ont régné avant lui sur la Valachie? La diversité des réponses met en évidence que personne ne le sait. Alors il se met en colère, et tous les convives sont empalés. Et pas seulement eux, mais les familles et les serviteurs. D'autres sources mentionnent une autre version de ces faits qui sont restés célèbres. On dit que Dracula nourrit une profonde rancune contre la ville tout entière parce que c'est dans la ville qu'ont été assassinés son frère et son père au temps où il était otage. Pour lui, tous les habitants sont coupables. La punition doit être collective. Alors qu'il célèbre Pâques, lors d'un banquet, les notables sont tous arrêtés. Les vieux périssent immédiatement sur le pal, les hommes valides, les femmes et les enfants doivent partir sur le champ vers le château de Poyenari qu'ils devront construire jusqu'à ce que leurs habits tombent en haillons ou qu'ils meurent d'inanition. Et les survivants seront empalés à la fin des travaux. Il n'y a pas que les nobles et le clergé qui doivent lui être soumis. Il maintiendra également sous le peuple sous son joug d'airain. La société valaque doit être exemplaire. La malhonnêteté, la paresse, le parasitisme doivent être éradiqués du royaume. Il y veille jalousement. De nuit comme de jour, il se déplace pour surprendre les petites gens et les mettre à l'épreuve. 2 moines bénédictins, habitant un couvent voisin, lui confient que leur train de vie misérable les aide quand même à gagner leur paradis. « Ah, vous aimeriez bien être là-bas au plus vite ?» demande Dracula. « Nous brûlons d'y être si tel est le plan de notre Seigneur. Eh bien, je vais vous aider à arriver plus tôt. » Et les voilà au palais. Et voyant qu'ils avaient laissé leur âme derrière eux, ils réservent le même sort au pauvre animal. Incommodé par l'odeur pestilentielle qui se dégage des corps attachés au pal, un passant se bouche le nez. Il est empalé sur un pieu très haut pour que l'odeur ne le dérange plus. Des prélats catholiques arrivent et s'excusent de ne pas enlever leurs calottes qu'ils doivent garder par respect envers Dieu. Dracula les félicite et il convoque ses gardes pour leur clouer les calottes sur le crâne. En dépit de l'effroi que suscitent toutes ces actions, les paysans considèrent malgré tout leur monarque sous un aspect moins négatif. D'abord, ils les protègent contre les Turcs. Et puis de temps en temps, ils peuvent recevoir des titres et des terres. Ils se lancent dans une poursuite sans merci contre les Turcs sur près de 800 km sur les bords du Danube. Cette exposition fait 23 883 morts. Ce 4 juin 1462, sous une chaleur accablante, les Turcs envahissent la Valachie. Dracula, avec son armée, s'habille en turc. Et dans la nuit du 17 au 18 juin 1462, il entre dans le campement turc. La confusion est terrible, personne ne sait qui est l'ennemi, et c'est la nuit, bien évidemment. Il tue beaucoup de Turcs, mais il n'arrive pas à trouver Mehmed II. Et au petit jour, il doit quitter le camp. Cette bataille demeurera légendaire. L'armée turque continue sa route et arrive à Targoviste. Devant le palais princier s'étend la forêt de Pal, aux dimensions impressionnantes. Près de 20 000 personnes, dont des femmes et des enfants, pourrissent à l'air libre. La chaleur rend l'odeur encore plus épouvantable. Une grande émotion s'empare du sultan. Reconnaissant les corps de ses émissaires, dont le respectable Hamza Bey, les larmes lui viennent aux yeux. Il n'en éprouve pas moins une certaine considération à l'égard du grand combattant qu'est le prince de Valachie. Je ne peux pas prendre ce pays à un homme qui accomplit de si grandes choses. Mais il désigne quand même Radu le Bel pour prendre la place de Dracula. Menacé par son propre frère, Dracula se réfugie au château de Poyenari. Acculé, le seigneur doit quitter les lieux. Accompagné de quelques mercenaires, il réussit à sortir et rejoint la forteresse de Königstein, procession hongroise située près de Brașov, où il se trouve sous la protection de Matthias Corvin. Enfin, le roi de Hongrie se décide à amener ses forces.
l'ardeur du roi à l'égard de Dracula s'émousse. Voler au secours de Dracula ne le tente plus guère. Mais alors il est face à un important dilemme. Le pape et les nobles vénitiens lui ont confié des sommes importantes dans le but de soutenir Dracula. Comment faillir à cette mission tout en se justifiant vis-à-vis de ses commanditaires? Là, Dracula comprend qu'il a été trahi. Pour la première fois de sa vie, il avait accordé sa confiance. La déception est cruelle. Donc, Dracula va rester 12 ans prisonnier à Budapest. Et là, le brave Matthias Corvin doit se justifier vis-à-vis du pape et des doges vénitiens. Alors, lorsque la politique est embarrassée, eh bien, les poètes viennent au secours. Demeuré anonyme, un ménestrel compose une ode intitulée Geschichte Draculeweide, où il dénonce les actes cruels de Dracula. Quelques années plus tard, un autre poète, Michel Benheim, commandité par Frédéric III de Habsbourg et Matthias Corvin, publie aussi un autre pamphlet en décrivant les atrocités dont il fait largement état. L'imprimerie vient d'être découverte, une avancée capitale dans le domaine de l'information et de la désinformation. Plus de 300 exemplaires du manuscrit sont diffusés, un nombre considérable pour l'époque où les publications ne sont encore consacrées qu'à la Bible. Matthias Corvin s'empresse de le diffuser partout, en Hongrie, en Transylvanie, dans les pays germaniques et en priorité au pape qui le lit, ne dit rien et le met dans les archives du Vatican où le manuscrit se trouve toujours. Le pamphlet donne des détails horrifiants sur les agissements de Dracula. À l'égard des femmes notamment, Dracula se serait montré sans pitié. Les mères auraient fait l'objet d'un traitement d'une cruauté révoltante. Aux mères, il prit leurs enfants, qu'il fit griller et leur offrit à manger. Ensuite, il leur coupa les seins et ordonna qu'on les grillât et obligea leurs maris à les manger. Il ordonna ensuite que tous furent empalés. Matthias Corvin retient donc Dracula à son côté, mais il le traite bien, il en a besoin. Quand il reçoit des émissaires turcs, il aime bien que Dracula soit à côté, pour rappeler aux Turcs les férocités de leur adversaire et en même temps pousser les Turcs à mieux traiter avec lui. En prison, Dracula se comporte comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'a plus personne à empaler, mais il saisit des fourmis, des souris, des oiseaux qu'il empale. C'est son passe-temps. Au bout de ces 12 ans, la situation change, l'histoire continue, et il arrive que, comme les Turcs sont prêts à envahir à nouveau la Valachie et la Moldavie, Étienne de Moldavie et Matthias Corvin pensent que Dracula serait quand même bien utile. Ils le sortent de prison. Immédiatement, il fait preuve également des plus grands exploits. Il réussit à chasser les Turcs et à reprendre le trône de Valachie. Le 24 novembre 1476, le voilà pour la 3e fois roi de Valachie. Et pas pour longtemps, pour 2 mois seulement, là aussi. Parce que les Turcs sont là. Une bataille féroce s'engage. À son habitude, Vlad Tepes est habillé en turc. Du haut d'une colline, il se délecte en contemplant l'ardeur des hommes qui se battent. L'un d'eux, le prenant pour un ennemi, l'atteint d'une flèche. Se croyant trahi par les siens, Dracula déchaîne sa fureur contre ses propres soldats. Il en tue 5 de ses propres mains. Puis, atteint de plusieurs flèches, il s'écroule et succombe. Un Turc reconnaît son corps, s'empresse de le scalper, le scalp turc consistant à arracher la peau du visage, pour amener le scalp au sultan. Et des moines de Snagov emmènent le corps pour l'enterrer dans la crypte de leur église. À 45 ans, Dracula a trouvé une mort honorable, celle d'un grand guerrier en train de lutter pour sauvegarder son royaume et sur le champ de bataille. L'information se propage dans toute l'Europe. Le monde chrétien est embarrassé.
Certes, la bravoure du guerrier, reconnue de tous, a su mettre en échec l'avancée de l'Empire musulman. On peut à la rigueur comprendre la férocité avec laquelle le chef des troupes s'est comporté envers les Turcs, qui eux-mêmes employaient des méthodes inhumaines. Mais la cruauté des actes commis auprès de simples citoyens ne saurait être approuvée par la morale prônée par l'Église. Si l'annonce de sa disparition est si mollement reprise par les souverains dont il a été l'allié ou l'adversaire, c'est que, déjà terni, son image trouble les consciences. On préfère le laisser glisser dans l'oubli. Il faudra attendre 500 ans pour que Vlad III, dit Vlad l'Empaleur, ressurgisse dans la mémoire officielle, par la volonté de Nicolae Ceausescu. Le but du président était en fait de l'utiliser à son tour pour en faire le symbole des qualités qu'il attendait de son peuple. Nationalisme, soumission au pouvoir, morale civique garante de l'ordre et de la sécurité. Dracula apparaît encore, et encore de nos jours, comme un souverain intègre, un héros au patriotisme indéfectible, symbole de la vertu nationale. Le chef d'État, Ceausescu, interdit aux historiens roumains de faire allusion aux croyances du vampire. Le livre de Bram Stoker sera interdit en Roumanie jusqu'en 1989, et les historiens roumains que j'ai eu la chance de rencontrer n'ont pu publier leurs études qu'après la mort de Ceausescu. Malgré les efforts du président roumain pour dissimuler les actes de barbarie commis par son héros, la légende de Dracula subsiste, inscrite dans la mémoire populaire. Il demeure à jamais l'incarnation du mal, une menace permanente pour les vivants. Disparu, il continue de hanter les esprits. Le repos éternel ne saurait lui être accordé. Parce qu'après la mort, que devient l'âme de si grands pécheurs? Dieu ne saurait les recevoir. Le diable lui-même ne les accepte pas. Alors, errant sans fin, entre ciel et terre, ils sont condamnés à rester auprès des hommes. Et puisque la mort leur est refusée, à rechercher la vie dans son premier symbole, le sang humain. C'est sans doute en ce sens que Bram Stoker a pu voir en lui le symbole du vampire, dont il fera à son tour une légende au succès planétaire, et pour ceux qui croient à l'enfer, peut-être au-delà. Alors, le portrait de Dracula. Alors je dois dire quand même très vite que quand je suis allée en Roumanie, j'ai beaucoup appris à Snagov. J'avais entendu dire que Dracula avait été scalpé, la tête envoyée aux Turcs. J'avais entendu dire qu'il avait été jeté au fond du lac. J'avais entendu dire qu'il avait été enterré dans une église de façon à ce que les gens piétinent sa tombe en rentrant dans l'église. Eh bien, tout est vrai. Ah bon? Tout est vrai à Snagov, c'est-à-dire à côté de Bucarest. Il y a une île au milieu du lac où on ne peut arriver que par bateau. Sur cette île, il y a une église où effectivement, on a trouvé au début du XXe siècle, non pas un, mais 4 cercueils qui étaient compris dans des blocs de béton, enfin des blocs pour empêcher, c'était pas du béton, c'était de la pierre, si on enlevait un seul, tout s'écroulait. Donc les sarcophages étaient là, c'est-à-dire que les gens rentraient dans l'église en piétinant le tombeau, effectivement. Grâce au carbone 14 notamment, on a pu identifier le corps de Dracula avec le médaillon qu'il portait. Il avait le visage couvert par un voile, ce qui était évidemment une preuve qu'il avait bien été scalpé à la méthode turque. Mais bien sûr, donc au milieu d'un lac, enterré dans une église et scalpé par les Turcs. Bien sûr, quand on a ouvert le cercueil, tout est parti en poussière. Au-delà du personnage, il faut se remettre aussi dans la situation. J'ai parlé des atrocités de Dracula, mais personne n'était tendre à cette époque. Rappelons-nous qu'à nous, en France, en Europe, eh ben, on brûlait les jeunes filles, on passait à la roue, et les condamnait à mort, on les torturait, mais Vlad lui-même, c'était un petit garçon qui aurait pu être comme un petit garçon.
et qui est devenu, par la force des choses, un tyran, tout comme Néron, tout comme Sardanapale, tout comme Hitler, tout comme les grands tyrans qui ont eu tous le point commun de leur enfance et des blessures de leur enfance. Des archives, vous vous êtes servi plutôt des archives où il y a des documents? Oh, il y a beaucoup d'archives. Vous savez, j'ai travaillé 5 ans sur ce livre, et puis un jour j'ai trouvé tout traduit aux éditions Talandier par justement un des historiens roumains que j'ai rencontré, Matei Cazacu, qui a pu publier tout cela après la mort de Ceausescu. Parce que de temps de Ceausescu, il ne pouvait pas décrire Dracula comme un tyran sanguinaire. Dracula était seulement le symbole du patriotisme et de la probité. C'est vrai que du temps de Dracula, il n'y avait pas beaucoup de voleurs. Hein. Ils étaient tous empalés dès qu'on les prenait. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des chercheurs qui... je crois que dans les tout archives a été autres... à peu près dit, notamment dans le magnifique ouvrage de Ceausescu, parce qu'il a mis il avait, bon, son ouvrage n'est pas plus gros que le mien, mais il est comme ça parce qu'il y a eu les traductions donc, des poèmes de Michel Benheim, et puis d'autres témoignages, d'autres recherches, notamment les Russes. Les Russes aussi ont contribué à salir l'image de Dracula pour d'autres raisons. C'est parce que les Russes voulaient que l'orthodoxie soit, et son fief, sa capitale en quelque sorte, non pas à Moscou, mais à Kiev à l'époque. Donc de toutes parts, Dracula a été pris vraiment comme un bouc émissaire. Bon, dans une certaine mesure, il n'avait pas volé, mais il a été vraiment utilisé, sali, de façon à pouvoir être détesté de tout le monde pour servir les intérêts des uns et des autres. Tout à fait. Quand il était petit, Dracula était obligé, par exemple, à 5 ans, de se tenir sur un cheval lancé au galop. Il était exposé au froid, sans vêtements, pour qu'il s'aguerrisse contre le froid. Et ça faisait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Tout le monde y avait droit. Ça fait partie de l'éducation. C'était extrêmement dur. Donc on peut comprendre le personnage. Et j'avoue que sur l'île de Snagov, je ne sais pas, sans doute beaucoup d'imagination, mais je sentais ce personnage parce que c'est à Snagov qu'il venait se ressourcer en quelque sorte. Il venait se ressourcer, il avait besoin de se retrouver dans cette île. Il avait installé la salle de torture quand même, hein, mais c'était le seul endroit où il était relativement en paix et face à lui-même. Et c'est très très prenant la façon dont les moines qui habitent là parlent de Vlad Tepes, parlent de ce grand tyran, mais que malgré tout on admire. Et c'est seulement à Snagov, dans la ville de Snagov, à côté du lac, qu'on trouve une petite statue de Vlad Tepes. Ailleurs, non. Depuis Ceausescu, tout a été enlevé. Il ne reste que cette petite statue à Snagov. Alors qu'au temps de Ceausescu, il y avait des statues de Vlad Tepes partout, puisque c'est devenu donc le héros national, le héros qui défendait la patrie. Ceausescu adorait ce genre de personnage où la vertu civique était encensée. Merci de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Merci vraiment. Alors, si vous avez envie de vous procurer le livre, je n'en ai pas, donc ne cherchez pas tout de suite votre porte-monnaie, mais vous pouvez le commander aux éditions Ex Aequo. Et puis, je vous conseille, si vous vous intéressez vraiment à cette époque, le livre aux éditions Talandier, Dracula, donc de Matteo Ceagu, ou un nom comme ça, et qui est un gros pavé, mais qui est absolument passionnant, ardu, d'accord, mais passionnant. Il est né en Transylvanie, d'accord, mais vous avez vu qu'il a fait pas mal de massacres en Transylvanie, parce que la Transylvanie était sous possession hongroise.